ce qu'on essaye de faire dans la série Coda, c'est de compartimenter comme ça des cycles. L'histoire se prolonge, l'histoire continue, on est toujours dans la quête du 6e livre, dans le combat des magiciens, le combat du Spiborg et la question qu'est-ce que le Spiborg et comment Coda va pouvoir gérer cette entité un peu satanique, un peu maléfique, mais à la fois qui procure à Coda des pouvoirs. Et donc oui, on essaye de rythmer la série, c'est vraiment une question de rythme par des cycles. Et en effet, ici, le cycle c'était Shanghai. Généralement, ils sont rythmés aussi par des lieux. Et là, on termine certaines interactions entre certains personnages. Une manière de terminer justement ces interactions-là, ça peut être simplement une séparation, une disparition ou simplement un chemin qui se sépare, mais ça peut être aussi une mort. Mais finalement, Jean, il essaye par tous les moyens de fantastique, de magie, de jouer sur des métaphores de la vie et la mort. Oui, moi j'ai jamais voulu, et Jean non plus, tomber dans le fantastique pur et dur pour dire de mettre en scène des choses qui sont surnaturelles ou ésotériques, etc. Il y a toujours un raccord avec le réel, il y a toujours un ancrage. Moi j'ai besoin de ces racines-là aussi. Et je trouve que ce qui est intéressant dans le fantastique, c'est le moment où ça bascule de l'autre côté. Et si on n'est pas dans le réalisme, le basculement n'existe pas. Alors parfois, il est ténu, parfois il est subtil, parfois il faut le capter. Mais pour moi aussi, ça me permet d'être crédible. Pour moi, ça c'est très important, c'est les personnages qui doivent être crédibles. C'est-à-dire si à un certain moment on n'est que dans le fantastique, on perd la crédibilité des personnages, donc on perd l'identification aussi aux personnages. Et que l'on parte dans des directions complètement dingues, de la rencontre par exemple de Sélénie avec les Kumdurka, des espèces comme ça de ronins ou de samouraïs chinois, qu'on parte avec un combat dans la jungle avec les Arawang, qu'on parte dans des directions complètement folles. Il faut toujours que l'ancrage soit d'une certaine manière crédible. Alors c'est notre crédibilité, c'est la façon, peut-être certains ne l'aperçoivent pas, mais Shanghai, la ville, telle que je la représente, réaliste, permet aussi de donner ces points de repère-là au lecteur. Donc l'idée, c'est une évolution naturelle d'une série qu'on a voulu travailler sur la longueur. On ne savait pas si on allait s'arrêter au 12e, au 10e, au 12e, au 15e, au 20e album. Là, on a décidé, la série va comporter 3 cycles de 5 albums. Et Sélénie est présente depuis le début parce que la relation entre Valentina, Mirvik et Coda est un des points centraux de la série. Et dans l'album précédent, dans l'album 12, il y a un flashback assez terre-à-terre d'une histoire d'amour, d'un trio, d'une trahison assez classique qui permet justement d'abord de raccrocher avec le côté réaliste de la vie de tout un chacun et qui permet en même temps d'ancrer le parcours de Coda, le passé de Coda, sa relation avec une femme, cette relation amoureuse qui a généré un enfant. Et puis cette interrogation de savoir si c'est vraiment l'enfant de Coda. Et Sélénie est là depuis le début, un peu en retrait parce que la vie de ses parents est assez tumultueuse et qu'elle est dans un pensionnat, mais elle est présente depuis longtemps et elle grandit. Et c'est un personnage central aussi dans Coda parce que c'est le seul personnage qui va vraiment se transformer très très rapidement. C'est-à-dire à partir du moment où elle a 12 ans, en 2 ans de temps, elle va passer de l'enfance à l'adolescence. Et à 14 ans, ça devient une jeune fille. Et en même temps que cette évolution et ce passage de l'enfance à l'adolescence, Sélénie va capter des pouvoirs de par son père et des pouvoirs tels qu'ils vont se développer à devenir une Jalawi, c'est-à-dire un personnage hors norme, comme on n'en a plus vu depuis plus de 2 siècles, et qui va être décelé par
un des plus grands magiciens qu'il existe sur Terre, c'est No Sang. Et c'est No Sang qui va la mettre à l'épreuve et qui va voir en Sélénie cette qualité de Djalawi. Mais sur Niklos, si c'est évident parce que Niklos a 3 phases d'évolution. La première, c'est un personnage assez lisse, dragueur, séducteur, qui utilise la magie comme moyen de séduction, un prestidigitateur. La deuxième évolution, ça va être magie noire, magie blanche, où Koda va se rendre compte que la magie peut avoir des pouvoirs ésotériques, surnaturels. Et je dirais même qu'il y en a 4 parce que la troisième évolution, c'est la rencontre avec le Spiborg, avec la spirale Borges, qui va imprégner dans Koda une force, une puissance qu'il ne va pas savoir maîtriser. Et donc de cela va découler cette évolution sur le cycle Shanghai, c'est-à-dire Koda qui est vraiment attiré par les forces obscures et Koda qui bascule. Et Koda va basculer dans cet album, aller jusqu'à tuer de sang-froid, tuer de façon irrémédiable, dans le sens où il va tuer quelqu'un qui sera désarmé. Et donc là, on sent vraiment Koda qui a basculé dans l'ombre, un Koda dont l'ennemi numéro 1 est lui-même. Et ça, Sélénie en a conscience. Et Sélénie va se rendre compte que l'ennemi de Koda, c'est lui-même, que son combat, c'est avec lui-même, et donc elle va être là pour le sauver. Alors pour moi, dans Koda, il y a une vraie notion et une vraie thématique de transmission qui se développe sur la fin de la série, justement parce que Sélénie prend de la place, parce que Sélénie commence à grandir. Et je pense que c'est un aller-retour justement, la transmission, c'est les parents qui transmettent aux enfants, mais les parents grandissent grâce à leurs enfants. Alors sur Shanghai, pour moi, il y a 2 personnages liés à la magie spécifique, la magie chinoise, en l'occurrence avec Osan Seko, qui apparaît au moment où la vente aux enchères du 6e livre va se faire et qui va être l'introduction du tome 12 avec une référence à un magicien qui a existé, j'oublie son nom, qui a vraiment créé à partir de fumée le développement d'un dragon qui va envahir toute une salle. Et donc l'idée aussi du dragon, l'idée de cette symbolique-là du combat, automatiquement, est liée à une magie typiquement chinoise. Et donc Osan Seko, pour moi, est un personnage secondaire, mais qui a son importance, parce qu'il va faire le lien entre Koda et Sélénie, et c'est lui qui va permettre à Valentina de retrouver Sélénie qui a à un moment disparu. Et le deuxième personnage qui est pour moi central dans le triptyque sur Shanghai, c'est l'océan. Et en fait là, c'est vrai qu'il y a Shanghai qui est une ville portuaire et on quitte le continent pour aller sur une île du Pacifique, entre la Chine et le Japon. Et l'océan est au centre de cette île, le personnage qui va être l'arbitre, l'initiateur, le provocateur, celui qui va provoquer en tout cas la rencontre du combat de 3 personnages importants, Koda, No Sang et Mirvik. Et donc c'est sur ce cycle-ci, oui, il y a 2 personnages importants. D'un côté la magie, mais une magie de proximité, une magie qui est liée à l'émerveillement, à l'enfance, c'est Osan Seko. Et puis l'océan qui est lui le personnage maléfique dans toute sa puissance. Pour moi, il est dans la magie noire. En tout cas, pourrait peut-être pas parler. La magie, elle est ni noire ni blanche. C'est celui qui l'utilise qui fait qu'elle sera noire ou blanche. Et donc si on l'utilise à bon escient, ce sera une magie blanche. Si on l'utilise à des dessins maléfiques, elle sera noire. Et là, Koda, c'est pas qu'il utilise la magie pour assouvir ses besoins de pouvoir, etc. C'est qu'il est dépassé par les événements, dépassé par ses pouvoirs et dépassé par ses combats. C'est-à-dire qu'il est dans la vengeance. Koda a des combats à régler avec son passé, en l'occurrence avec son ennemi numéro 1, avec Ali Mirvik. Et il est prêt à tout pour arriver à ses fins.